La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Bienvenue au podcast La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Émilie Gagné en compagnie de l'historien Félix Fournier. Félix, lors des derniers épisodes, on a parlé avec Tom Hayden et quand on s'est laissé, vous parliez de la bataille d'Hong Kong. Où est-ce qu'on en est rendu là dans notre grande Deuxième Guerre mondiale? Je pense que c'est le temps justement de faire un bilan global pour présenter les choses parce que c'est la période peut-être la plus sombre de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un tournant qui a été franchi. Comme disait si bien Winston Churchill, « The darkest hour », les heures les plus noires ou les jours les plus noirs de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce podcast, c'est l'année 42. Oui, les années les plus noires, mais le rayon d'espoir à la fin. Oui, parce qu'au début de cette année-là, ça allait pas très bien pour les Alliés. Les Alliés sont au plus bas. Les Japonais sont entrés en guerre. Ils ont pris Hong Kong, comme on l'a vu dans le dernier podcast. Les troupes allemandes sont à 16 km du Kremlin à Moscou. On voit les troupes allemandes voient les drapeaux sur le Kremlin. Mais pour ce qui est de l'Union soviétique, les troupes qui étaient stationnées en Sibérie, parce qu'il y avait beaucoup de troupes là, parce qu'ils savaient pas encore avant le 7 décembre si les Japonais allaient attaquer les Américains ou la Russie, parce que la Russie était vulnérable. Exactement, parce qu'il était déjà attaqué par les Allemands. Les Allemands étaient avancés super loin. Les Japonais étaient alliés avec les Allemands. Si, d'un point de vue purement militaire, l'attaque russe ou soviétique était la plus logique pour le Japon. Pourquoi ils ont attaqué les Américains qui, eux, étaient neutres et qui étaient un géant qui dormait? C'est une très grande question de l'histoire. Donc, tout de suite, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, les troupes qui sont stationnées dans la péninsule du Kamtchatka, qui est comme la péninsule super proche du Japon, il y a comme 4 divisions sibériennes de troupes qui viennent de la Sibérie qui sont stationnées là. Au cas où. C'était pour défendre contre l'attaque du Japon. Mais là, le Japon attaque de l'autre côté. On met toutes ces troupes-là dans les trains, dans l'Orient Express, et on les rapporte directement à Moscou pour se battre avec les troupes allemandes. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que les hivers sont abominables en Russie. Pire que ceux gaspésiens. Presque. Presque. Et ces troupes-là sont des troupes qui sont habituées au froid parce que c'est des gens de la Sibérie. Ils défilent directement sur la place rouge à Moscou et vont rejoindre les troupes qui se battent contre les troupes allemandes directement à pied parce qu'ils sont tellement proches. Donc ces renforts-là vont faire probablement que l'Allemagne nazie ne pourra pas prendre Moscou. Du côté des Alliés britanniques, qu'est-ce qui se passait pour eux? C'est vraiment, ils sont au plus bas. Ils sont repliés sur à peu près l'ensemble des fronts. Après avoir perdu Hong Kong, ils subissent les foudres du film Feldmarschall Erwin Rommel, qui est un très, très grand militaire allemand qui combat en Afrique du Nord, qui pousse les troupes anglaises là, jusqu'à tellement loin en Égypte que les Anglais ont peur de perdre le canal de Suez. Et ça, c'est super important parce que l'Espagne est neutre. Vous avez l'entrée de la Méditerranée à Gibraltar, puis vous avez l'autre partie à Suez. Il y a seulement ces 2 points-là. Fait que si les troupes anglaises perdent Suez, on peut plus transférer les troupes de ce côté-là. Ça fait que l'Afrique du Nord est perdue. Puis l'Afrique du Nord, juste après, vous avez tout le Moyen-Orient avec le pétrole. Un air de la guerre comme d'habitude. Hein? Exactement. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole revient souvent. Donc, notre ami Winston Churchill, qui sent la soupe extrêmement chaude, décide, malgré qu'il a fait une crise cardiaque en novembre 41, un homme qui est assez robuste quand même, parce que c'est pas tout le monde qui, après avoir fait une crise cardiaque, serait d'attaque justement pour aller convaincre des amis. Pour vous donner une petite idée, parce que Winston Churchill est un personnage qui a écrit beaucoup de biographies, il y a beaucoup de biographies d'écriture, il a écrit son autobiographie, je vous recommande l'ensemble de l'œuvre, c'est magnifique. Il y a un film aussi. Oui, plusieurs films sur Winston. Un de ses conseillers lui demandait, mais Winston, Monsieur Churchill, pourquoi vous appuyez l'Union soviétique? Parce que c'était un anticommuniste notoire. Et il répondait, si Adolf Hitler décidait d'envahir l'enfer, je trouverais le moyen d'envoyer du matériel au diable. Ce qui est une phrase qui représente extrêmement bien le personnage, puis qui nous donne toute la détermination qu'il va avoir. Parce que même si
L'Angleterre est au plus bas là. Il n'y a même pas question d'abandonner. Fait qu'il décolle après sa crise de cœur. Il s'engage pour un séjour de 2 mois en Amérique du Nord où il va aller rencontrer le gouvernement américain pour déployer le plus rapidement possible des troupes américaines. Et ensuite, il vient nous voir au Canada. Et il fait un speech, comme lui seul sait le faire, au Parlement canadien. Enflammé, sûrement. À l'endroit où il reprend le point le plus marquant, c'est que le gouvernement français, après la chute du gouvernement, disait que les Allemands allaient tordre le cou du poulet anglais extrêmement rapidement. Et Winston Churchill de dire quel poulet, mais surtout quel cou, parce qu'ils nous ont pas tordu le cou. On va d'ailleurs écouter un extrait de Winston Churchill qui s'exprime en français au Parlement canadien. Et partout dans la France, occupés et inoccupés, car leur sort est égal, les honnêtes gens, le grand peuple, la nation française se redresse. L'espoir se rallume dans les cœurs d'une race guerrière, même désarmée, berceau de la liberté révolutionnaire et terrible aux vainqueurs esclaves. C'était Winston Churchill qui s'est exprimé en français comme vous venez de l'entendre. On le sait, lorsque on s'exprime, on fait l'effort justement de s'adresser à nous dans la langue française. Des fois, ça vient toucher une corde un peu plus sensible et l'écoute est plus grande. Est-ce que Winston Churchill, oui, a réussi à convaincre les Canadiens de s'enrôler, particulièrement les Canadiens français? C'était le but de l'opération, c'était aussi de faire revivre la fibre parce que la France, il parle de la France, puis là il dit la France est tombée, mais la résistance existe, tu sais, puis c'est un peuple qui s'est battu souvent, c'est un peuple guerrier, puis là ils ont perdu une bataille, mais ils vont pas perdre la guerre, pour justement stimuler tout le côté francophone. C'était très très bien fait. La fierté francophone aussi. Oui, effectivement, mais il y a déjà le recrutement est déjà très bon. Parce qu'on a déjà plein de témoignages de soldats canadiens qui, eux, se sont enrôlés. Puis justement, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la deuxième partie. Le podcast parle de la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. J'imagine qu'à quelque part là-dedans s'insère la participation de nos Gaspésiens au combat. Oui, parce que c'est une période un peu plus... C'est une période d'attente pour les soldats, parce que c'est sûr qu'on se souvient de nos Gaspésiens qui étaient à Hong Kong. Pour eux, la Deuxième Guerre mondiale, le combat est terminé. Le restant de la guerre va être atroce pour eux autres, on en a assez parlé, mais c'est ça, il y aura plus de combat. Mais les autres qui sont sur le front européen, eux, sont dans la période d'attente. Ils ont traversé l'Atlantique, ils sont stationnés, il y a de l'entraînement au Canada. Mais si on se fie au témoignage de Georges Isabelle, qui lui était natif de Cap-Chat, qui est un soldat du régiment de la Chaudière. Depuis son enrôlement, Georges Isabelle n'a pas touché aux armes. Parce qu'il s'entraînait beaucoup au niveau physique, mais il va attendre, ça va être seulement quand il va arriver au sud-ouest de Londres, dans son cantonnement, avec le régiment de la Chaudière, dont il est mitrailleur. Mitrailleur, et il n'y a jamais rien tenu dans ses mains. En fait, c'est ça, c'est parce que mitrailleur, le terme va venir parce qu'ils vont trouver selon les... Il y a pas d'histoire militaire, les gens sont pas soldats, fait que là, ils les mettent à l'entraînement, puis par leurs habilités, ils vont être finalement, ça va dispatché, si on peut exactement, dire. Ça va conditionner ce qu'ils vont faire. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient des hauts niveaux de scolarité, il va y avoir très peu de Gaspésiens qui vont être dans l'aviation. Ils vont surtout être sur le terrain. Il n'y aura pas d'officiers. Il y a quelques super officiers, on en a parlé un peu, mais on va en parler encore plus. Mais c'est ça, lui, après son entraînement, il va recevoir en Angleterre son premier fusil. Probablement un grand moment pour lui comme ses coéquipiers dans l'armée parce que on s'entraîne pour ça, c'est le but derrière tout ça. Exactement, malheureusement la finalité c'est que les gens qui s'enrôlaient, il y en avait quelques qui caressaient des espoirs d'aviation, c'était comme l'espèce de chevalerie, mais il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il va y avoir beaucoup de gens eux qui vont être c'est ça sur le terrain, puis c'est ça l'entraînement, la réception de l'arme, c'est comme le point tournant parce que on est déjà en 42, près de 42. L'Union soviétique travaille très fort. C'est fou comment ce qui se passe à Moscou peut influencer ces Gaspésiens-là parce qu'il y a une demande permanente de Staline, qui est à la tête de l'Union soviétique, pour un deuxième front en Europe.
Fait que là, il accélère justement en 42 l'entraînement. Les conditions de vie sont très dures parce que vous imaginez la quantité de soldats qui est déplacée vers l'Angleterre. On n'a pas les commodités, c'est des baraques de fortune. Ils dorment à 25 à 40 personnes comme Monsieur Isabelle nous le décrit. Il n'y a aucune chambre privée. Puis le quotidien des soldats gaspésiens va être même en grande partie de l'entraînement militaire. Puis, c'est parce qu'ils sont pas nécessairement familiers avec la rigueur militaire. Et pour ça, j'ai une petite anecdote de M. Émile Le Celler, qui s'était enrôlé. Mais M. Le Celler, son grand-père était né à Jersey, aux îles anglo-normandes, comme beaucoup de Gaspésiens. Puis lui, il voulait aller se battre, mais en Europe, parce qu'il caressait le rêve de passer d'une façon ou d'une autre à Jersey, sur l'île de ses ancêtres. Mais il avait été affecté dans la scène Pacifique, puis aller justement à Hong Kong pour défendre Hong Kong, comme les Gaspésiens qu'on entend. Il s'est ramassé loin de son but. Non, pas du tout. Non? Parce que il s'est évadé du camp pour ne pas être déplacé, pour ne pas aller sur le front Pacifique, ne pas aller à Hong Kong. Puis là, il avait établi les gens, puis il disait, eux vont aller à Hong Kong. Puis là, il fait comme, non. Mais il dit pas fort. Ça fait qu'il se sauve. Il est rattrapé avec 2 autres amis. Il est rattrapé par la police militaire. Va passer un peu de temps dans un camp de détention. Oui, parce que c'était obligatoire d'être là. Je veux dire, même si t'étais enrôlé volontaire... Une fois que t'es enrôlé, tu ne fuis pas. C'est ça, tu ne peux pas quitter. Puis il y a des bonnes instances au niveau de l'armée pour te récupérer. Ça fait qu'ils vont le récupérer, il va revenir, mais... il va se sauver d'Hong Kong. Effectivement, il va être déployé, mais il va être déployé beaucoup plus tard pour le débarquement de Normandie. Il sera, retenez ce nom, Émile de Celler, qui a un magnifique récit de sa bataille, de sa participation. Depuis que je te connais, Félix, il y a un personnage de l'histoire gaspésienne qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale qui t'intéresse beaucoup parce qu'il y a un lien de sang avec toi. C'est Firmin Fournier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant cette Deuxième Guerre? J'ai eu la chance, parce que c'est mon grand-oncle, Firmin Fournier, puis il n'a pas écrit sa participation à la guerre. Et moi, dans un concours de circonstances obscur, je me suis ramassé avec lui pendant qu'il était en train de fendre du bois. Un après-midi d'été, il faisait beau. Je me souviens qu'il faisait très beau. Puis je lui ai demandé, c'était quoi la guerre, oncle Firmin? Est-ce qu'il t'a romancé ça un peu pour te mettre ça plus beau ou il a été quand même près de la réalité? Non, c'est parce que lui, par un concours de circonstances, je vais vous expliquer, il va faire toute la Deuxième Guerre mondiale, mais à 3 jours du front. Parce qu'il est sur les radiocommunications. Parce qu'il m'explique un principe simple. Il m'a dit, durant la période qu'on était stationné en Angleterre, on ne faisait que de la drill. C'est le mot qui revient plus souvent. La drill, c'est de l'entraînement. L'avant-midi, vous faites entraînement, parade. Beaucoup de parades militaires. Pourquoi la parade militaire? Ça peut avoir l'air bête comme ça, mais le fait d'être ensemble puis de parader en rang ordonné, ça donne comme une espèce d'esprit de corps. C'est super fort parce qu'ils savaient, les instructeurs qui, eux, étaient souvent de la Première Guerre mondiale, parce que les officiers plus gradés étaient de la Première Guerre mondiale, savaient qu'il y aurait besoin d'une obéissance absolue. Mm-hmm. Donc, le fait d'être ensemble, ça construit l'esprit de corps, puis tu vas être avec ces gens-là. Fait que tu fais beaucoup d'entraînement pour être en forme physiquement, mais aussi beaucoup de parades pour être coordonné. Parce qu'il faut falloir que tu sois coordonné quand tu vas attaquer. Et oncle Firmin n'aimait pas du tout faire de la parade. Et il disait c'était trop chaud et c'était plate. Ça fait qu'il y avait seulement une façon de se sauver de la parade. C'était de faire des formations. Puis c'était quelqu'un qui maîtrisait déjà l'anglais, qui a appris tout de suite l'anglais en arrivant en Angleterre. Parce que bien sûr, comme il était natif de Grande-Vallée, c'est pas fréquent. Ce n'est pas là qu'il avait appris, bien sûr, la langue de Shakespeare. Donc, il avait tout de suite appris l'anglais. Puis, il s'est mis à les formations parce que quand vous parliez en anglais, vous avez accès à plus de formations. Parce que vous étiez en Angleterre. Fait qu'il a fait des formations pour les radiocommunications, qui avaient été peu employées durant la Première Guerre mondiale, mais qui allaient être appelées être beaucoup employées durant la Deuxième Guerre mondiale. Sa maîtrise de la langue de Shakespeare, sa maîtrise du français, bien sûr, puis sa connaissance ses formations en radiocommunication vont faire qu'il va être associé avec les officiers de haut rang anglophones pour communiquer avec les soldats francophones et éventuellement avec les citoyens français lors du débarquement de Normandie. Il a été un intermédiaire dans tout ça. Un autre Gaspésien qui était stationné en Angleterre, c'est Lester William Les Coffin. Et oui, c'est des témoignages que j'ai recueillis. C'est un site fait par l'Armée canadienne et Patrimoine Canada ou Souvenir Canada. Je vous trouverai exactement le nom pour le prochain podcast. Puis, ils ont
colliger des témoignages de gens qui ont survécu. Puis lui, il nous parle justement de M. Coffin, et il nous parle du moment où il a reçu sa 303, son arme, son fusil d'assaut. Mais ce qui l'avait plus marqué, c'était aussi la baïonnette. Au bout? Qui était la baïonnette au bout. Chose